Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous allons procéder à notre seconde audition du jour, au cours de laquelle nous allons pouvoir entendre Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, un grand merci très sincère de nous rejoindre depuis les Antilles en visioconférence. Je sais que votre agenda durant ces derniers jours a été particulièrement chargé et que vous avez pu libérer ce temps pour participer aux travaux de notre commission d'enquête qui va rendre ses travaux à la semaine prochaine, mais il nous semblait important d'avoir cette audition avec vous. Donc encore une fois, un grand merci. Monsieur le ministre, nous connaissons votre engagement face à la menace islamiste lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur. Et c'est pour ça que nous voulons vous entendre, à la fois avec cette expérience de ministre de l'Intérieur, mais également dans vos nouvelles fonctions, sur des aspects qui ont peut-être été moins abordés jusqu'à présent dans nos auditions, mais qui sont également très importants, à savoir la réponse judiciaire que l'on peut apporter aux manifestations violentes et non violentes de cette idéologie politique qu'est l'islamisme et les besoins de juridiction pour la mettre en œuvre. Alors je vais vous proposer quelques questions en guise d'introduction. Vous pourrez ensuite dans un propos liminaire, vous nous apportez votre éclairage, et puis le rapporteur et les collègues ici présents poseront leurs questions. À mon niveau, deux questions liminaires. Tout d'abord, quels sont les moyens dont dispose actuellement la justice pour appréhender la menace que constitue l'islamisme politique, et en particulier ces manifestations non violentes, comme le séparatisme et l'entrisme? Et deuxième question, il ressort de nos auditions qu'il n'est pas évident de caractériser juridiquement certains comportements relevant de cette menace, comme par exemple l'entrisme au sein d'associations ou de mouvements politiques, qui bien souvent reposent sur une stratégie de dissimulation et de double discours. Le Premier ministre a ainsi indiqué lors des questions au gouvernement du 12 novembre dernier, il y a donc quelques jours, qu'il manquait des outils à l'autorité judiciaire pour lutter efficacement contre le séparatisme et l'entrisme. Quelle est votre analyse de la situation et quels pourraient être ces outils? Voilà les questions liminaires que je vous auxquelles je vous invite à répondre. Et conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux commissions d'enquête, je vais vous inviter à prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais donc vous inviter, monsieur le garde des Sceaux, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous en remercie et je vous laisse la parole pour votre propos liminaire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. On m'excusant de ne pas être physiquement présent aujourd'hui, mais vous avez dit les raisons, Monsieur le Président. Je suis en déplacement aux Antilles. Vous dire, Monsieur le Président, que avec intérêt et je dirais euh, quasi plaisir que je suis devant vous pour souligner à quel point le travail que doivent faire les ministres et sans doute les administrations qui sont sous leur autorité dans la lutte contre l'islamisme politique et les soutiens donc parfois terroristes que propage ce djihadisme d'atmosphère, comme disait Gilles Kepel, est très important. Je répondrai à vos questions dans un second temps, Monsieur le Président, si vous êtes d'accord. Un tout petit point, en effet, pour rappeler quand même que dès 2020, à mon arrivée au ministère de l'Intérieur, j'avais pris ce point comme étant le point sans doute le plus important du travail que devait faire le ministère de l'Intérieur. Et ça s'est concrétisé par plusieurs choses. D'abord, l'adoption de la loi du 24 août 2021, dite loi séparatisme. Je constate d'ailleurs que peu de soutien politique à l'époque, y compris dans l'hémicycle, avec un vote opposé de LFI et un vote opposé véhément pendant les débats, et une abstention du Rassemblement national que je n'ai toujours pas compris dans ce texte, pourtant avec un constat très lucide, qui vise à lutter contre l'islamisme radical et les normes parallèles imposées aux habitants français, les défiances aux lois de la République, la lutte contre l'inégalité faite entre les femmes et les hommes, ou la liberté de conscience, la liberté d'enseigner. Cette loi qui a été imaginée comme un texte de reconquête républicaine, inspiré directement des travaux de Gilles Kepel et d'autres d'ailleurs penseurs. Alors, on a une interruption de son. On ne vous entend plus, monsieur le garde des Sceaux. Peut-être que la liaison est coupée. Peut-être qu'il faut... là, on vous entend à nouveau. Peut-être qu'il faut se priver de l'image, entre guillemets, non pas pour ne pas vous voir, monsieur le garde des Sceaux, mais simplement, des fois, ça améliore la bande passante du son. Ah bien, je n'ai pas de problème. On va essayer comme ça, merci. Ah, on vous entend là, oui. Voilà.
Allez-y, je vous en Donc, prie. je vous disais, Monsieur le Président, je peux donc arrêter que la loi dite séparatiste qui donnait des moyens très importants de lutte contre la séparation que souhaitaient les groupes islamo-fréristes, salafo-fréristes, on les appelle comme on le souhaite, donner des moyens très importants au pouvoir administratif de lutte contre les certificats, par exemple, de virginité, dans lesquels les médecins étaient confrontés, de difficultés qu'avaient les personnels des hôpitaux, mais aussi les fonctionnaires qui subissaient de véritables fatwas numériques. Et comme je vous le disais, cette loi a été de bon sens, qui nous a permis, je voudrais répéter ici, hein, de fermer des dizaines de lieux de culte, qui nous a permis de pouvoir fermer des associations qui n'étaient pas jusqu'à présent prises comme étant des associations qui pouvaient être dissoutes. Je pense à des associations comme NAWA, le Centre d'études orientales, qui faisait de la publication, une maison d'édition islamiste, avec un arrêt définitif du Conseil d'État. Je pense au CCIF, que j'ai beaucoup combattu quand j'étais ministre de l'Intérieur. Je pense à Baraka City ou à collectif Cheikh Yassine. Ces dissolutions avaient parfois été retoquées par le juge administratif parce qu'il n'y avait pas de base légale. Et cette loi séparatiste l'a donné et donne désormais des moyens très importants. Et d'ailleurs, M. Retailleau l'a utilisé et je m'en félicite à la suite de cette loi. Nous avons également donné beaucoup de moyens à la DGSI, donc nous avons fait travailler sur le séparatisme. Et je voudrais rappeler également le rapport que j'ai demandé à M. Courtade, le préfet Courtade et l'ambassadeur Bouillette, sur les frères musulmans que mon successeur Bruno Retailleau a rendu public et qui a aidé à M. le Premier ministre sans doute de pouvoir évoquer les besoins législatifs nouveaux. Ce premier point pour vous dire, Monsieur le Président, que je pense d'abord que les moyens contre l'islamisme radical, contre le salafo-frérisme, contre l'entrisme, le séparatisme, sont d'abord des moyens, soit culturels, dans l'éducation nationale, bien évidemment, soit des moyens qui doivent être donnés au ministre de l'Intérieur, puisque c'est par le pouvoir administratif, en premier, que l'on arrive à lutter contre l'entrisme, et notamment l'entrisme politique, notamment par le bureau des élections, à la veille de ces élections municipales, mais aussi par le comportement qui existe dans un certain nombre de structures de recherche, d'enseignement ou même d'associations caritatives. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'aspect dans le monde du sport, dans le monde culturel et dans le monde caritatif de l'entrisme et du séparatisme qui vient parfois se corréler avec l'action politique. Alors, l'entrisme, vous l'avez dit, c'est une méthode. Le séparatisme, lui, c'est un projet. Et désormais, on l'a vu, notamment dans le rapport rendu public sur les frères musulmans, que la frontière est assez mince désormais entre ceux qui pratiquent de l'entrisme, qui étaient plutôt les frères musulmans, et ceux qui pratiquent la séparation, qui étaient plutôt les salafistes. Désormais, on parle de salafo-frérisme. Et je pense que c'est ce nouveau point qu'il nous faut combattre, avec notamment des soutiens d'ingérence étrangère. On peut penser à des pays comme le Koweït, on peut penser à des pays parfois comme la Turquie, même si elles ont pu ces pays corriger un certain nombre d'aspects. Je peux souligner l'évolution positive, en tout cas j'en ai été témoin personnel du Qatar, qui, lorsque je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, finançait encore des associations, des fondations, directement et surtout indirectement en France, que nous combattions. Je me souviens à la demande du président de la République, qui est allé à plusieurs reprises au Qatar et avoir mis fin à ces financements. Mais je peux aussi soutenir l'action résolue de l'Arabie saoudite et des Émirats pour nous aider dans la lutte contre les frères musulmans, qui sont parfois totalement décisifs dans notre action. On aura l'occasion d'y revenir, mais je pense que le ministre de l'Intérieur et les services de renseignement de sécurité intérieure sont mieux placés que moi. Alors, vous m'avez posé la question du ministre de la Justice et que peut faire finalement l'action pénale dans cette action. D'abord, le ministère de la Justice, vous le savez, Monsieur le Président, ce n'est pas que l'autorité judiciaire. Donc, nous avons d'abord deux grandes administrations qui peuvent voir ces difficultés très importantes pour notre République. Je pense à la protection de la jeunesse, où une partie, malheureusement, de la jeunesse connaît des phénomènes de radicalisation ou de liens qu'il peut avoir entre violence et radicalisation. Les agents de la PJJ n'ont toujours pas reçu de circulaire depuis quasiment 15 ans de la part du garde des Sceaux sur des questions notamment de laïcité. J'adresserai une circulaire le jour de la journée de la laïcité, le 9 décembre, à l'ensemble des agents du ministère de la Justice et notamment la PJJ pour rappeler l'importance de la laïcité, d'abord pour les agents du service public et surtout pour les usagers du service public. On aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez.
On a évidemment l'administration pénitentiaire qui fait face à de graves problèmes également d'abord de gestion de personnel terroristes, vous le savez, et puis de gens radicalisés. On distingue les TIS, ceux qui sont condamnés pour terrorisme islamiste, et puis les RAD, ceux qui sont radicalisés mais qui n'ont pas un lien avec un acte pour lequel ils sont en prison pour terrorisme. C'est à peu près 700 personnes, et nous le savons, Monsieur le Président, de plus en plus jeunes. Et moi, je pense que tout le monde a dû vous le dire, mais ce qui marque le plus, c'est le rajeunissement, parfois l'extrême rajeunissement des publics que nous avons, soit parce qu'ils sont condamnés pour terrorisme, soit parce qu'ils sont radicalisés alors qu'ils sont condamnés pour des questions de droit commun. Et là, le travail que fait le parquet national antiterroriste est particulièrement admirable. Mais je voudrais aussi souligner le travail du SNRP, le service de renseignement du ministère de la Justice, du renseignement pénitentiaire, dont l'activité principale avec la criminalité organisée est de suivre l'entrisme, le séparatisme et l'islamisme radical. Alors pour l'autorité judiciaire, nos difficultés sont nombreuses. Alors à part, si je mets de côté évidemment les actions qui condamnent le terrorisme, parce que je pense que la France a fait d'énormes avancées, notamment sous le gouvernement de M. Cazeneuve et de M. Valls, je voudrais quand même dire que nous avons des difficultés pour entrer dans le champ peut-être de votre commission d'enquête. Nous avons de très nombreux articles 40 qui sont adressés à l'autorité judiciaire. Et jusqu'à présent, je suis arrivé au ministère de la Justice le 24 décembre dernier, en fin janvier, début février, j'ai pris une circulaire de politique pénale qui pour la première fois, demandait au procureur de la République d'ouvrir, je ne peux pas dire systématiquement parce que j'en ai plus le droit depuis la loi de 2013, mais de les inciter fortement à ouvrir tous les articles 40, notamment venant de l'enseignement supérieur, mais aussi des personnes qui interpellaient sur des comportements d'élus locaux, sur des comportements qui étaient ceux de prise de position sur les réseaux sociaux, particulièrement en lien avec l'antisémitisme ou l'antisionisme, puisqu'en général, dans l'entrisme islamiste, il y a une part évidemment d'envie de destruction d'Israël et du peuple juif partout où il est. Et cette instruction, il n'y avait que 3 demandes particulières dans l'instruction de politique pénale, a été réitérée lorsque j'ai été renommé une nouvelle fois ministre de la Justice à la faveur du gouvernement de M. Lecornu. J'ai donc demandé à la DACG, la Direction des affaires criminelles et des grâces, de me faire un état de l'ouverture des articles 40, qui concernent notamment des personnalités politiques. À ma connaissance, il n'y a pas d'article 40 qui n'ont pas reçu de réponse désormais de l'autorité judiciaire, soit par absence d'infraction, c'est une minorité, soit par poursuite. Et étant désormais dans le secret d'instruction, je ne peux le commenter, mais ce que je peux vous assurer, Monsieur le Président, c'est que désormais, cet article 40, qui concerne l'enseignement supérieur, qui concerne les activités politiques ou les médias sociaux, sont désormais suivis avec attention par les procureurs généraux, dont je rappelle à chaque fois que je les vois l'importance, notamment dans la lutte contre l'antisémitisme et contre la lutte contre tous les principes de la République. Nous pourrions imaginer, Monsieur le Président, pour aider votre réflexion, de pouvoir avoir un suivi dédié des procédures en lien avec l'entrisme et le séparatisme et la haine venant de l'islamisme radical. Il faudrait que nous puissions saisir la CNIL pour avoir un décret au Conseil d'État qui nous permettrait de pouvoir rendre public ce qui m'est demandé parfois, c'est-à-dire où en sont les procédures des articles 40 désignés par telle ou telle personne. Je peux m'engager devant vous pour avoir des réponses de politique publique plus efficaces, de saisir la CNIL et de modifier ce décret au Conseil d'État pour pouvoir suivre les données qui concerneraient l'entrisme et le séparatisme, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui et que je ne peux pas vous délivrer parce que c'est évidemment encadré par des données couvertes par le secret de l'instruction. Le deuxième point, pour répondre à votre question, c'est que notre espace public est devenu plus vulnérable aux tentatives de manipulation, notamment depuis le 7 octobre et le programme génocidaire qui touche évidemment Israël. Nous avons mis beaucoup de moyens pour pouvoir suivre, en lien avec le parquet national antiterroriste, mais pas simplement, les ingérences étrangères, parfois en lien avec une envie politique, au sens très large du terme. Les services de renseignement pourraient davantage que moi les documenter, mais je voudrais constater que la loi du 25 janvier 2024 a prévu désormais une circonstance aggravante lorsqu'un crime et un délit est commis au profit d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation sous contrôle étranger, ce qu'on appelle aujourd'hui le délit d'ingérence.
vous aurez constaté que ça fait moins d'un an, quasiment, avec le décret d'application, que nous avons ce texte. Et j'ai donc rappelé à l'ensemble des procureurs qui devaient s'en saisir. Et c'est notamment vrai à la veille des élections municipales. Et donc, le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous, c'est que pour des élus ou des candidats potentiels qui seraient signalés comme étant des gens qui avaient tenu des propos relevant de l'entrisme ou du salafisme, nous adresserons direction des affaires civiles et direction des affaires criminelles pour la première fois une circulaire la veille des élections municipales en lien avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir soit mettre en place le référé fake news qui nous permet désormais de pouvoir faire retirer en moins de 48 heures des propos diffamants sur tel ou tel candidat. On pense par exemple à des gens qui seraient de confession réelle ou supposée juive. Nous l'avons eu lors des dernières élections. Mais c'est aussi le cas pour ceux qui soutiendraient ou qui ne soutiendraient pas des projets, par exemple, de construction de lieux de culte ou qui s'y opposeraient et pour lesquels on pourrait se dire qu'il y aurait une sorte de fausse information. Et c'est aussi ça l'ingérence, à mon avis, islamiste parfois dans les élections qui nous concerneraient. Enfin, et je terminerai par là, Monsieur le Président, comme je vous l'ai dit, il me semble essentiel d'abord de voir le sujet sous un angle administratif, mais on pourrait considérer que la formation des magistrats, du siège comme du parquet, devrait davantage prendre en place cette question d'entrisme et d'islamisme. Moi, je constate que, et je l'ai dit à plusieurs reprises, au ministère de la Justice, la culture du secret au sens défense nationale est peu développée, c'est le moins qu'on puisse dire, et que par ailleurs, la formation des magistrats sur les ingérences étrangères ou sur l'entrisme ou l'islamisme est quasiment inexistante. Et donc, c'est difficile de juger lorsque on ne connaît pas les mécaniques des frères musulmans, lorsqu'on ne connaît pas les mécaniques de l'islamisme politique. Donc, le rapport commandé sur les frères musulmans demande, à la demande du président de la République suite au Conseil de défense, que tout le monde soit informé et formé. J'ai donc adressé ce rapport et un résumé de ce rapport à l'ensemble des magistrats dès sa sortie. Et nous mettrons en place à l'École nationale de la magistrature, à l'École nationale des greffes, formation continue et formation initiale, comme il y en a sur les violences faites aux femmes ou comme il y en a sur les difficultés que notre pays peut connaître sur d'autres sujets, des formations désormais obligatoires dans la haine en ligne, contre les difficultés qui touchent le monde associatif pour le contrôle en effet par notre État, et surtout des moyens plus importants de formation pour pouvoir mieux juger les articles 40 ou les ouvertures d'enquête en ce qui concerne l'islamisme et l'islamisme qui vient toucher profondément notre pacte républicain. Merci, monsieur le garde des Sceaux, pour votre propos liminaire, notamment ces perspectives de décret pour le suivi des articles 40 et de circulaires que vous venez d'évoquer. C'est effectivement des points très concrets. Avant de laisser la parole au rapporteur, j'aurais une question par rapport. Vous avez suivi et porté la loi dite séparatisme, qui est en fait celle de confortant le respect des principes de la République. On annonce un projet de loi qui pourrait être sur l'entrisme, suite d'ailleurs au rapport qui a été remis en mai dernier sur le frérisme. Est-ce que, en tant que garde des Sceaux, la question de la définition juridique de l'entrisme est quelque chose qui se pose? Est-ce qu'il y a des travaux aujourd'hui qui sont en train d'être faits pour aboutir à une meilleure définition juridique de ce phénomène d'entrisme? En effet, monsieur le Président, mais notre difficulté, et c'est pour ça que je dis que c'est une difficulté à la fois pour les renseignements et le ministère de l'Intérieur avant tout, c'est que nous avons une difficulté pour mettre en avant ce qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire le double. Attendez, on a un son qui est très mauvais, et donc c'est embêtant pour le compte rendu. On regarde si le son est meilleur, parce que c'est effectivement. Est-ce que vous pouvez. On va tenter une nouvelle liaison. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ça y est, c'est beaucoup mieux. On vous entend très bien. Merci. Je vous disais, Monsieur le Président, qu'en effet, nous travaillons, j'ai demandé à la Direction des affaires criminelles et des grâces de travailler sur l'écriture de ce qui serait une infraction pénale en lien avec le projet de loi annoncé. Mais notre difficulté, c'est évidemment de mettre à jour le double discours. Puisque le séparatisme n'était pas difficile à écrire, puisque nous voyons qu'il y a des actes de séparation de la communauté nationale, par exemple d'exiger des certificats de virginité à des faux médecins ou à des pseudo-médecins pour faire des mariages. Évidemment, c'est un acte factuel. Il y a un certificat de virginité,
voilà, on peut traduire cet acte devant la justice, on peut condamner la personne qui le fait. De même, nous pouvons tout à fait comprendre que c'était assez facile d'utiliser ce qu'on appelle la fatwa numérique. Ce qu'a subi M. Paty, c'est quelqu'un qui a désigné un professeur sur Internet, un agent public, et il a quelque part armé idéologiquement le passage à l'acte du terroriste. Ça, désormais, il y a cette mise en danger des agents publics est désormais dans la loi et l'infraction est facile à définir. En revanche, dans l'entrisme, comme vous l'avez dit vous-même, le double discours vise à se dissimuler et cette dissimulation est difficile de caractériser en infraction pénale, à la fois devant le Conseil constitutionnel, mais très certainement et après lorsqu'on passera devant les tribunaux. Alors, ce qu'il faut absolument faire, c'est pour ça, M. le Président, que j'y insiste, c'est donner des moyens pour les services de renseignement et des finalités nouvelles pour nos services de renseignement pour documenter l'entrisme. Il y a, je l'ai dit encore une fois, je ne voudrais pas parler à la place de M. Nunez, mais de mon point de vue, il manque une finalité de renseignement pour pouvoir mettre des gens sous technique de renseignement, pour pouvoir les géolocaliser, pour pouvoir avoir les comptes rendus de leurs échanges, pour savoir quelles sont les sources de financement, pour connaître effectivement le complot contre l'État, le complot contre les principes de la République. Et c'est sur la base de ces documents et de ces informations, quand on aura des techniques de renseignement, qu'on pourra incriminer les personnes. Donc, bien sûr, on réfléchit, pour répondre à votre question, à une infraction pénale, mais il faut qu'elle soit basée sur des faits. Et ces faits, il n'y a que les services enquêteurs, et notamment la DGSI ou les renseignements territoriaux, la DRPP, qui peuvent les fournir. Donc, moi, j'insiste sur la finalité de renseignement supplémentaire qu'on doit pouvoir donner aux services pour pouvoir documenter les actions pénales de demain. Merci pour votre réponse, Monsieur le garde des Sceaux. Je vais laisser maintenant le rapporteur Mathieu Bloch vous poser ces questions. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, merci d'avoir répondu à notre demande d'audition malgré la distance qui nous sépare aujourd'hui. Je vais revenir sur le sujet que vous venez d'évoquer. Monsieur le garde des Sceaux, vous disposez, vous, d'une double expertise unique pour nous éclairer notre commission, celle de ministre de la Justice aujourd'hui, mais aussi celle d'ancien ministre de l'Intérieur. Au fil de nos auditions, nous constatons une difficulté récurrente pour les services judiciaires et de renseignement à poursuivre des comportements relevant d'ambiguïté volontaire, de stratégie d'entrisme ou de proximité assumée avec des organisations ou des proxys étrangers hostiles, sans pour autant qu'un acte matériel évident ne permette d'engager une procédure pénale. Votre collègue actuel ministre de l'Intérieur, M. Nunez, a indiqué devant nous vouloir travailler à une évolution législative pour mieux répondre à ces stratégies d'entrise, c'est ce que vous venez d'évoquer. Donc le cadre juridique semble totalement insuffisant. Il faudrait certainement introduire dans le code pénal un délit spécifique pour réprimer les situations d'entrisme. Mais la difficulté majeure, c'est comment définir l'entrisme finalement. Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le garde des Sceaux, est-ce que vous êtes toujours... Je suis là, entendez ? Voilà, on vous entend à nouveau. En réponse à monsieur le rapporteur, nous vous écoutons. Oui, monsieur le rapporteur, je ne pense pas que ce soit si difficile que ça, personnellement, de pouvoir définir l'entrisme et de l'objectiver à partir du moment, en revanche, où les services de monsieur le ministre de l'Intérieur, les services enquêteurs, je pense évidemment en premier lieu à la DGSI, mais c'est aussi le cas des renseignements territoriaux ou de la direction des renseignements de la préfecture de police, peuvent avoir les moyens techniques de documenter cet entrisme. Je prends un exemple, par exemple, assez évident. Il y a eu en France, il y a encore, mais il y a une procédure, une école de formation des ministres du culte religieux musulmans. Ils ne sont pas tout à fait ministres du culte, mais c'est pour le besoin de la démonstration. Nous avions, nous, des informations, soit de services étrangers, soit de témoignages, que c'était un lieu du frérisme important en France de dissimulation et d'entrisme. On y apprenait des techniques d'entrisme. Nous n'avons, pour ma part, je n'ai jamais eu les techniques de renseignement, puisque vous savez que quand on demande à quelqu'un, quand on demande de mettre quelqu'un sous écoute téléphonique ou de perception des messages des réseaux décryptés ou d'avoir accès à un téléphone ou de géolocaliser des personnes, le ministre de l'Intérieur
il demande du cabinet du Premier ministre, qui ensuite demande à la CNCTR, il y a plusieurs signatures, et ça ne correspondait pas aux finalités pour lesquelles le Parlement avait autorisé, c'est normal, ce sont des libertés publiques et individuelles, n'avait pas autorisé ces techniques de renseignement. Et donc, nous n'avons jamais pu constituer, à l'époque où j'étais ministre de l'Intérieur, malgré les informations et en lien avec l'autorité judiciaire qui nous étaient remontées de manière tout à fait off, nous n'avons jamais pu documenter cela. Donc, pour répondre à votre question, monsieur le rapporteur, il faut fonctionner, me semble-t-il, comme quand on lutte contre le narcotrafic ou contre le terrorisme. On a des personnes qui sont soupçonnées. D'ailleurs, c'est quoi une fiche S? Une fiche S, c'est quelqu'un qui est parfois soupçonné d'être en lien avec un réseau terroriste ou islamiste radical. Si vous êtes fiché S vous-même et que vous appelez 5 fois quelqu'un dans la journée pour lui demander de l'argent, il y a une forte chance que cette personne elle soit aussi fichée S. Ça ne veut pas dire qu'elle est islamiste radicale, ça veut dire que potentiellement, elle est en contact avec des gens qui sont islamistes radicaux. Si on part du principe que la question n'est plus l'islamisme radical ou le passage au terrorisme, mais l'entrisme religieux, et on inventera sans doute un nouveau fichier, une nouvelle fiche de suivi de renseignement administratif. On permettra d'avoir des techniques de renseignement. On arrivera à démontrer le vrai du faux. Quelle personne essaie de dissimuler son action pour lutter contre la République et quelle autre, en fait, pas du tout. Et ça permettra de faire ce que fait en général le service de renseignement, de monter un dossier en lien avec l'autorité judiciaire, notamment le procureur de la République, qui ouvrira une enquête s'il considère en effet que ce qui a été fourni par les services de renseignement montre l'entrisme. Donc, à mon avis, l'erreur, monsieur le rapporteur, pour être très simple, ce n'est pas de définir une infraction et d'essayer de la coller sur le code pénal. Ça ne marchera quasiment pas, puisque par nature, l'entrisme est fait par des gens très intelligents qui dissimulent. Il faut donner des moyens aux services de renseignement de constituer cet entrisme, de montrer le complot, et ensuite de pouvoir transmettre à l'autorité judiciaire. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. L'inspection générale de l'administration, dans un rapport sur la loi CRPR, recommande d'expertiser le recours aux incriminations d'abus de faiblesse pour pénaliser l'endoctrinement dont peuvent être victimes des mineurs de la part de certaines mouvances islamistes. Que pensez-vous de cette préconisation? Alors, monsieur le rapporteur, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Oui, monsieur le rapporteur, je suis tout à fait favorable. L'abus de faiblesse, c'est une action parallèle très importante pour lutter contre les mouvements séparatistes. Dedans, il y a aussi des mouvements de dérive sectaire. D'ailleurs, il y a une forme de dérive sectaire dans le séparatisme islamiste. Ce n'est pas le seul critère, mais c'en est aussi une. Et donc, je suis très favorable au fait que cet abus de faiblesse puisse toucher les femmes, et les mineurs, mais aussi les rapporteurs. Dans les fiches S, il y avait plus de 20% de personnes qui étaient touchées par une maladie psychiatrique. Donc, femmes, enfants, personnes sous dépendance, quelle qu'elle soit, l'abus de faiblesse, c'est effectivement une bonne infraction. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Comment éviter que des mesures d'entrave prises à l'encontre d'associations ne soient contournées, notamment par une réorganisation au niveau européen, à l'image du CCIF reconstitué en CCIE à Bruxelles, ou par la dévolution de leurs biens à une association similaire? C'est un point très, très important. Je pense à Baraka City, en effet, qui est allé à Londres, et puis au CCIF qui est allé en Belgique. Nous n'avons pas une unité commune et parfois l'Europe elle-même ne nous aide pas. Je me souviens, quand j'étais ministre de l'Intérieur, avoir beaucoup interpellé Didier Reynders, qui était le commissaire à la justice à l'époque, au budget. Je ne sais pas si vous le savez, mais il m'est arrivé, notamment, je pense, à Grenoble, d'obtenir la dissolution d'une association qui pourtant était financée par des crédits de l'Union européenne. Voilà. Donc il faut, monsieur le rapporteur, mettre dans les règles européennes, notamment de délivrement de budget, les critères de lutte contre le séparatisme que nous avons. Simplement, la France et l'Autriche sont les deux seuls pays les plus avancés dans cette lutte contre le séparatisme, mais notre modèle laïque nous pousse à cela.
l'Autriche, il y a d'autres raisons. Nous heurtons très souvent soit à des pays qui ont des religions dominantes tout à fait acceptées, sur un système non laïque, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, par exemple, soit des pays qui ont accepté une forme de communautarisme constitué à l'anglo-saxonne, je pense à la Belgique. Et donc la France est sans doute le pays qui est le plus avancé dans la lutte contre l'islamisme radical. Il doit malheureusement évangéliser ses voisins, et notamment ses voisins les plus immédiats, je pense à la Belgique, à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous, Monsieur le garde des Sceaux, préciser le nombre de condamnations et de poursuites en cours pour délit de séparatisme ou délit d'entrave à l'exercice de la fonction d'enseignant depuis l'entrée en vigueur de la loi CRPR? Donc, comme je vous le disais, monsieur le rapporteur, je ne suis pas capable de vous le dire parce que la DACG n'a pas les moyens, la CNIL l'interdit, de pouvoir remonter ces informations, mais je vais proposer à monsieur le Président. C'est à nouveau coupé, monsieur le garde des Sceaux. Vous deviez proposer au président. Est-ce que vous nous entendez? C'est à nouveau. Vous m'entendez? Voilà, on vous entend à nouveau et vous indiquiez que vous alliez proposer au président. Non, je dis président, vous, monsieur le président, je vous répondais tout à l'heure en disant, comme à monsieur le rapporteur, que je ne peux pas le fournir, mes services ne peuvent pas le fournir, puisque la CNIL nous interdirait de communiquer en lien avec le secret d'instruction, mais que je proposais, on avait trouvé une solution pour préparer notre audition, de proposer changement de décret en lien avec la CNIL pour pouvoir vous fournir ces informations dans les plus brefs délais. À mon avis, de ce que j'en vois, de ce que je vois passer dans les fiches d'action publique depuis que je suis ministre de la Justice, je dirais quelques dizaines. D'accord, merci. Monsieur le rapporteur? Merci, Monsieur le garde des Sceaux. Vous avez répondu à la plupart de mes questions dans le cadre de vos propos liminaires. Je pense que vous répondiez suite à l'envoi du questionnaire. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Je vais juste terminer par une question très pratique. Quand une autorité fait un signalement au titre de l'article 40, est-ce que la justice doit lui faire un retour? Moi-même, j'ai été dans ce cas-là. J'ai actionné l'article 40. Je sais qu'il y a eu des suites judiciaires. Mais je ne sais pas si c'est du fait de mon article 40 ou d'autres. Je trouve que les autorités, quand on fait un article 40, on manque un petit peu d'informations du parquet, on ne sait pas trop ce qui se passe. Qu'en est-il réellement? Alors, vous avez parfaitement raison, monsieur le rapporteur. Moi, je vais rappeler au procureur de la République l'importance de répondre à l'ensemble des justiciables qui les interpellaient, qu'ils soient victimes, qu'ils soient accusés ou qu'ils soient lanceurs d'alerte, si j'ose dire. Ils ne le font pas tous, parfois par manque de moyens, c'est tout à fait possible, ça dépend du parquet auquel vous avez adressé votre article 40, mais ils devraient le faire. Alors, les choses vont changer, monsieur le rapporteur, puisque nous mettons en place à partir du début d'année prochaine un portail du justiciable, un peu comme Télérecours, si vous avez déjà fait une action en justice administrative, qui permettra de suivre une forme d'impôt à la source appliqué à la justice, l'intégralité des relations que vous avez avec la justice, donc que vous ayez déposé une plainte ou que vous ayez fait un article 40, le portail numérique vous dira automatiquement ce qu'est devenu votre article 40 ou votre plainte. Donc, vous avez parfaitement raison de demander des retours. On ne le fait pas toujours pour des raisons de manque de moyens et d'organisation. Le ministère de la Justice, c'est un ministère qui avait une préhistoire numérique. On essaye de le changer et ce sera le cas l'année prochaine. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Nous en venons maintenant aux questions des collègues qui sont ici présentes, avec madame Constance Le Grip pour commencer. Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le garde des Sceaux, et merci des réponses très précises et très complète que vous avez déjà apportée aux questions précédemment posées, qui, pour plusieurs d'entre elles, recouvrent celles que je comptais vous poser, dont je ne vais pas revenir sur des sujets que vous avez déjà abordés, notamment celui de ce que pourrait être le contenu d'un futur projet de loi qu'on pourrait qualifier de séparatisme 2 ou bien de projet de loi contre l'entrisme, et je partage
avec vous, ça a été très clair dans ce que vous avez dit, la difficulté à cerner juridiquement et d'une manière qui soit parfaitement conforme à notre Constitution et à la Déclaration des droits de l'homme, le sujet même de l'entrisme et ne pas se trouver avec un objet juridiquement parfaitement incorrect. Mais vous avez également, et je crois que ça va tout à fait en écho avec ce que nous a dit le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, lorsque nous avons auditionné, insisté à raison, me semble-t-il, sur le besoin pour nos services de renseignement de disposer d'une finalité nouvelle qui pourrait représenter quelque chose comme des comportements ou des actes qui porteraient atteinte à la cohésion de la nation et qui pourrait peut-être ouvrir un champ nouveau pour le travail de nos services de renseignement, bien évidemment, et nous permettre d'avancer dans la lutte réelle, effective, efficace contre les propagandistes et celles et ceux qui pratiquent l'entrisme. Je voulais vous poser deux questions un peu précises. La première, parce que vous avez évoqué la circulaire que vous apprêtez à prendre pour rappeler ce qu'est la laïcité. Le 9 décembre. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu de cette future circulaire ? Et deuxième chose, même si ça n'est pas vous qui portez, je crois, les dossiers de demande de dissolution, que pensez-vous de la démarche entreprise par plusieurs d'entre nous de demander la dissolution de l'organisation Samidoun ? Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le garde des Sceaux. Oui, sur le premier point, donc, le ministère de la Justice n'a jamais adressé d'instruction à l'ensemble de ses services, pas simplement à l'autorité judiciaire, à ces 100 000 agents pour rappeler les règles de la laïcité. Pourtant, la justice est un service public particulier, bien évidemment, mais enfin un service public qui voit des dizaines de milliers de Français et d'étrangers, d'ailleurs, venir dans ces services, qu'il s'agisse bien sûr des prisons, qu'il s'agisse bien sûr de la PJJ, comme je l'ai dit, ou de l'ensemble des tribunaux de France. Donc cette circulaire se déclinera, s'adressera à tous les agents, l'administration centrale, évidemment PJJ, administration pénitentiaire et l'autorité judiciaire. Elle visera à 2 points à rappeler les règles de la laïcité. Le premier point, c'est que tous les agents publics, quels qu'ils soient, quel que soit leur statut, y compris les stagiaires, y compris les collaborateurs à mi-temps du service public, doivent respecter intégralement le principe de neutralité religieuse, de neutralité politique. La laïcité, ce n'est pas que la neutralité religieuse, et de pouvoir mettre en face de la personne quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné d'avoir une sorte de biais ou de prise à partie, notamment lorsque l'on a des questions extrêmement difficiles à trancher dans des litiges. Donc, c'est un rappel strict et nécessaire de ce qu'on a pu voir ici ou là me remonter. Madame la députée, vous avez dû voir qu'en début d'année, j'ai fait modifier le règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature afin de bien expliquer, puisque nous avons eu 2 cas, que les jeunes filles ne pouvaient pas venir couvertes d'un voile, même lorsqu'elles étaient étudiantes à l'École nationale de la magistrature. Et puis, je rappelle d'ailleurs que les règles s'appliquent aussi, mais même si je n'en suis pas le chef, aux avocats qui ont, je les salue d'ailleurs, changé un certain nombre de leurs dispositions pour interdire le fait de plaider, contrairement à nos autres pays européens, par exemple, avec un voile islamique au tribunal. Je pense que c'est une très bonne chose qu'a fait la profession d'avocat. Et puis, la deuxième partie de ma circulaire, c'est de rappeler les devoirs de l'usager du service public. L'usager du service public, d'abord, nous accueillons beaucoup de mineurs dans notre institution. Leur rappeler que ces mineurs s'appliquent, notamment lorsqu'ils sont en scolarité, les mêmes obligations que lorsqu'ils sont dans la scolarité dite classique, les mineurs en prison, les mineurs confiés à la PJJ, par exemple. Mais c'est aussi le cas de tous les usagers du service public. Je pense notamment à ceux qui viendraient au tribunal, qui ont tout à fait le droit, et ça c'est la laïcité aussi, de pouvoir exprimer leurs convictions religieuses, tant qu'elles ne viennent pas perturber l'ordre public. Et là, c'est comme le bureau de vote, Madame la députée Le Grip, le président de séance, il a toute autorité pour faire la police de la séance,
On retire notamment sa casquette ou son chapeau lorsque l'on est un homme et qu'on est devant le juge. Vous le savez bien puisque vous êtes avocate. Voilà, j'ai eu quelques remontées, alors très peu nombreuses, il faut bien le dire. Vraiment, ce n'est pas du tout généralisé, mais enfin quelques remontées où les magistrats m'ont demandé directement quelle était la règle à suivre. Et je leur rappelle dans cette circulaire que si l'expression religieuse est possible pour l'usager du service public, conformément à la laïcité, il ne peut pas être contraire à l'ordre public, ça ne peut pas être fait de la provocation, il ne peut pas créer un trouble. Et donc le président du tribunal ou la présidente du tribunal doit pouvoir faire la police, quitte à mettre fin, par exemple, évidemment, au déroulement de la séance. Pour votre question, alors moi, évidemment, je ne suis plus ministre de l'Intérieur et je m'occupe plus des dissolutions administratives, donc je me garderai bien de porter un jugement, mais de manière générale, je pourrais vous dire que tout ce qui soutient le Hamas, Madame la députée, tout ce qui est en lien, me semble-t-il, avec des réseaux ou des fronts qui se disent de libération de la Palestine et qui en fait souhaitent la destruction de l'État d'Israël. Je pense que ça n'a aucun droit de vivre sur le territoire de la République en tant qu'association. J'ai moi-même porté, vous vous rappelez sans doute du collectif Palestine vaincra, des demandes de dissolution qui m'ont été refusées au début par le Conseil d'État. J'ai vu que M. Retailleau ait poursuivi le travail, c'est une très bonne chose. Donc sans apporter un œil exact sur l'association que vous évoquez, je pense que tout ce qui est en lien avec le Hamas ne doit pas pouvoir, comme en Allemagne, être permis sur le territoire national. Merci pour votre réponse. Je vous transmets les remerciements de ma collègue Le Grip qui opine, du chef, et je laisse la parole à Madame Tatiana Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'avais eu une question concernant la radicalisation, mais je voudrais avant tout voilà, vous dire que je partage votre appréciation quant au risque du séparatisme et de l'entrisme qui se manifeste à travers l'islam radical. Et que vous avez même qualifié d'ennemi culturel de la République. Et je voudrais ici dire que ce risque, il est présent à divers degrés à l'échelle nationale, y compris dans des territoires reculés comme dans le Finistère, dont je suis députée, car à Brest, nous avons eu un imam qui avait légitimé le viol des femmes non voilées dans ses prêches. Donc le risque existe et vous avez mentionné la loi dite séparatisme, de lutte contre le séparatisme que j'ai soutenue et que j'ai votée et qui a permis de mettre en place un certain nombre d'actions concrètes pour contrer justement l'endoctrinement islamiste à travers des dissolutions d'associations, des fermetures et des suspensions de lieux de culte et également la fin d'accueil d'imams détachés qui étaient envoyés et financés par des États étrangers. Mais on constate qu'il persiste quand même une difficulté récurrente qui est celle de l'auto-radicalisation sur les réseaux sociaux et aussi la radicalisation, le risque de radicalisation en tout cas des détenus en prison. Et vous avez souligné le travail réalisé par le service de renseignement pénitentiaire et j'aurais souhaité que vous nous en disiez un peu plus sur les moyens utilisés et les résultats obtenus dans la lutte contre la radicalisation en milieu carcéral. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le garde des Sceaux. Vous m'avez entendu ? Monsieur le garde des Sceaux, nous sommes toujours en liaison. Il faut que ça traverse l'océan. Vous nous entendez, monsieur le garde des Sceaux? Vous avez pu entendre la question de notre collègue Tanguy concernant la radicalisation au milieu pénitentiaire, faire un bilan des actions qui ont pu être mises en œuvre pour surveiller cette menace. Est-ce qu'il y arrive ? Ça veut dire qu'il faut que je repose la question ? Ah non.
Vous nous entendez, monsieur le garde des Sceaux? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, donc nous allons pouvoir finir notre audition. Est-ce que vous avez entendu la question de notre collègue Liliana Tanguy concernant... J'ai entendu Voilà, ben je vous laisse le soin d'y répondre. sur la question de la radicalisation et des moyens, notamment du SNRP et de l'action Tout à fait. dans nos prisons. Dans nos prisons, je m'excuse de ce problème de connexion. Bon, merci d'abord de vos encouragements et de vos remerciements, Madame la députée. Je pense qu'on le doit avant tout aux agents pénitentiaires et le travail qu'a fait mon antéprédécesseur, notamment Éric Dupond-Moretti, sur cette question de suivi des personnes radicalisées. Le double problème que nous avons, ce n'est pas un problème de moyens seulement, parce que les personnes qui sont considérées comme étant radicalisées en prison, c'est 347 détenus radicalisés islamistes, alors qu'ils ne sont pas condamnés pour des faits terroristes islamistes, ils sont condamnés pour des faits de droit commun, mais par ailleurs, ils sont radicalisés. Et, pardon, 347, c'est les condamnés pour terrorisme islamiste, et 346, c'est les radicalisés, alors qu'ils ne sont pas condamnés pour terrorisme islamiste, mais qui sont radicalisés par ailleurs. Donc ça fait, vous l'avez compris, à peu près 800 personnes à suivre. Et notre difficulté, comme je vous l'ai dit, Madame la députée, c'est que et donc il faut gérer à long terme. Et désormais, nous aurons la difficulté d'avoir des personnes qui sont de plus en plus de personnes féminines. Et il y aura notamment le quartier spécifique de la prison de Rennes qui pourra les accueillir. Mais nous nous préparons à avoir davantage de personnes femmes. Elles ne sont que 5% des détenus dans toute la France, hein. 95% des détenus sont des hommes. 5% de détenus femmes, de détenus femmes de plus en plus importantes en lien avec la radicalisation islamiste. Notre difficulté, je termine par là, c'est que les condamnations pour terrorisme islamiste, elles étaient petites il y a encore 7 ou 8 ans, avant que la loi ne change. Et donc, nous avons beaucoup de sortants de prison du fait de l'ancien régime des condamnations plus petites. Et désormais, ceux qui sont condamnés pour terrorisme passent plus de temps en prison. Donc, il y a une sorte d'effet loupe qui fait que ceux qui sortent de prison, ils ont été moins suivis que les autres. Et donc, on a besoin, avec le ministère de l'Intérieur, de faire beaucoup de suivi ensuite dans le milieu dit ouvert, c'est-à-dire parmi la population. Alors, jusqu'à présent, je touche du bois, il n'y a pas eu d'acte terroriste, à ma connaissance, de sortant de prison, parce que souvent, nous les remettons pour une partie d'entre eux en prison par des actions et par des actions administratives. C'était le cas pendant les Jeux Olympiques, par exemple. Nous avons 92 établissements pour accueillir ces personnes. Ça, c'est quand même très bien parce que ça montre que la quasi-intégralité, enfin la moitié de notre parc pénitentiaire peut les accueillir. Nous avons un problème plus profond qui est de pouvoir avoir des liens complets et totaux avec le ministère de l'Intérieur pour les sortants de prison. Donc, pour répondre à votre question, Madame la députée, notre problème principal, là où on doit être très très bon, c'est quand la personne sort de prison, qu'elle rentre dans un milieu ouvert ou de suivi, que le ministère de l'Intérieur, la DGSI, les services de renseignement, mais aussi les psys, hein, je rappelais que 25% d'entre eux ont des maladies psychiatriques, doivent avoir toutes les informations du service de renseignement pénitentiaire et des prisons. C'est ce que nous devons améliorer. Et puis, on doit aussi expulser davantage les personnes qui sortent de prison et qui ne sont pas français et qui sont là pour terrorisme islamiste ou pour islamisme. Évidemment, les pays d'origine n'ont pas très envie de les reprendre, mais c'est un impératif. Ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire national s'ils ne sont pas français.
Très bien, merci Monsieur le garde des Sceaux pour votre réponse et pour vos réponses. Je vous remercie encore une fois de votre disponibilité dans un agenda contraint et au-delà des difficultés techniques d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Mes chers collègues, je vous remercie également. Cette audition était notre dernière audition. Nous nous retrouverons le mercredi 10 décembre prochain à 16h pour l'examen du rapport. Vous pouvez consulter ce rapport à partir de lundi à 14h, comme l'indique la convocation qui vous a été envoyée par le secrétariat de la commission. La séance est levée.